Le terrain en Nouvelle-Guinée sur la situation sociale des femmes était aussi lié, ce que j'ai oublié de dire dans la précédente portion d'entrevue, au fait que le féminisme était un des courants de pensée les plus importants des années 70. Donc, au moment où j'étais partie, c'était aussi une période où il y avait une effervescence, pas seulement marxiste, mais aussi féministe. Quand on est revenu de Nouvelle-Guinée, il y avait eu beaucoup de changements pendant notre absence. D'une part, ici au Québec, au niveau du féminisme, il y avait eu une espèce d'explosion de manifestations culturelles, de production littéraire, scientifique. L'épisode des Fées ont soif, qui était une pièce de théâtre, je pense, mais je ne l'ai pas vue, je n'étais pas là, mais qui avait vraiment suscité un débat public très, très important dont tout le monde nous parlait au retour. Ça s'est produit pendant notre absence. Au niveau du marxisme puis des groupes d'extrême gauche, il s'était produit autre chose. C'est que il y avait une prise de conscience qui avait été faite en Europe et ici des dérives en Union soviétique et dans l'Europe de l'Est et du communisme en Europe et donc un retour à la nuance très fort chez la plupart des gens de gauche. Donc, on arrivait là-dedans, un mouvement d'autocritique du côté des marxistes, puis un mouvement féministe très fort. C'était stimulant pour quelqu'un qui arrive du terrain et qui a à se mettre à travailler, à produire sa thèse. En même temps, comme je l'ai dit tantôt, j'étais enceinte à notre retour et j'ai accouché prématurément. On est arrivé en avril, au début juillet, de jumeaux, ce qui n'était pas prévu. Et c'est quand même assez différent d'avoir un enfant quand on est jeune étudiant sans argent et d'avoir 2 enfants quand on est jeune étudiant sans trop d'argent. Et j'ai eu la malaria aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accouché prématurément. Nos enfants ont été à l'hôpital pendant plusieurs semaines parce qu'elles étaient prématurées. Quand elles sont sorties de l'hôpital, on a été réinstallés, on avait trouvé un appartement et tout. Le retour avait été très agréable, on était très contents de revenir, on était très bien accueillis. Jean-Claude a eu aussi cependant la malaria. Donc, on a fini par être soignés convenablement là, avec une prescription qui nous permettait là, de prévoir qu'on n'aurait pas de récidive. Mais à Montréal, en 1979, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui étaient au fait de ce genre de maladie parce que l'immigration était encore beaucoup plus faible que maintenant, puis il y avait peu de cas qui se présentaient dans les hôpitaux. Mais ça crée quand même un contexte un peu fragilisant pour quelqu'un qui a à se réinstaller. De sorte que moi, j'ai été peu productive dans l'année qui a suivi. J'ai demandé un renouvellement de ma bourse du Conseil des arts, que j'avais déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, qui ne m'a pas été octroyée. C'était plus ou moins une mauvaise nouvelle pour moi, au sens où j'avais pas tellement eu envie de retomber dans la vie d'étudiant qui se prolonge éternellement. Et quand j'ai su que ma bourse n'était pas renouvelée, que je serais donc obligée de trouver un emploi parce qu'il fallait quand même gagner ma vie, je l'ai pris assez du bon côté. J'ai commencé à chercher un emploi et j'en ai trouvé un, Conseil du statut de la femme. C'était une époque de féminisme
florissant. Et le Conseil du statut de la femme était en train de développer son service consultation, qui était un service dont la vocation était de travailler en interaction directe avec les groupes de femmes dans les différentes régions du Québec pour les aider à se structurer et à développer leurs projets. Moi, j'ai été choisie dans la liste des candidats qui s'étaient présentés, entre autres parce que j'avais travaillé avec les groupes de femmes en Nouvelle-Guinée et que j'arrivais donc avec une sensibilité aux enjeux féministes, mais aussi une compréhension de ce que pouvait être la situation de femmes de différents milieux. La région de travail que j'aurais pu prendre, c'est la région de Montréal. J'avais le choix parce que j'avais été comme la première dans la liste des 3 ou 4 personnes choisies pour Montréal, Montérégie, la Rive-Sud, la Rive-Nord. Mais finalement, j'ai choisi de prendre la région de Laval, Laurentides-Lanaudière et aussi Mont-Laurier, qui à l'époque faisait partie de la région administrative de l'Outaouais, mais qui, pour ce travail-là, était adjoint à la région des Laurentides, puis qui deviendrait administrativement partie de la région de Laurentides quelques années plus tard. Donc, c'est une immense région de travail où il y avait des groupes de différents types, y compris des groupes très traditionnels de cercles de fermières, mais aussi des nouveaux groupes qui se formaient, des groupes de lutte aux agressions sexuelles, des groupes, des centres de femmes, des groupes qui se préoccupaient des enjeux d'emploi pour les femmes. C'était très varié. Ville de Laval, qui était une ville de banlieue, mais quand même tout proche de Montréal, mais aussi les Hautes-Laurentides, les Basses-Laurentides, Lanaudière, milieu rural. Ça me faisait visiter, ça me faisait faire du terrain, ça c'est clair. Et surtout, ça m'a fait apprendre à faire de l'organisation communautaire. Je n'étais pas formée pour ça du tout. J'ai appris avec mes collègues de travail qui, elles, venaient pour la plupart de travail social, donc avaient une formation dans des techniques d'animation de groupe ou qui avaient eu... On partageait l'analyse politique, disons. Moi, j'étais formée à faire de l'analyse à cause du marxisme. Puis eux, quand ils venaient de travail social, avaient souvent cette approche-là aussi derrière, dans leurs expériences. Et j'ai travaillé 6 ans et demi au Conseil du statut de la femme. J'ai trouvé l'expérience hyper formatrice parce que, comparativement à ce que m'avait donné l'anthropologie, qui m'avait permis de connaître la Nouvelle-Guinée, qui m'avait permis d'avoir une idée de la diversité des situations dans le monde, là, j'apprenais le Québec et les structures, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, parce qu'on travaillait avec des gens dans les services d'éducation aux adultes, on travaillait avec les gens des CLSC, on travaillait avec les groupes de femmes, et les groupes de femmes étaient proches des groupes d'assistés sociaux, étaient proches de tout le mouvement main-d'œuvre, sécurité du revenu. Bon, c'était vraiment une approche qui m'ouvrait les yeux sur comment fonctionnait concrètement la société québécoise. Ce que je n'avais pas du tout appris en anthropologie. Et ce que je pense que la plupart, probablement, de mes professeurs devaient connaître un peu, mais je pense qu'ils connaissaient à travers leur sujet de recherche plus pointu, disons. Mais là, j'avais comme une obligation de travailler avec différents niveaux d'intérêt par les groupes de femmes et d'avoir une vision un peu plus englobante. J'ai trouvé ça un peu ennuyeux après un certain temps parce que ça ne correspondait pas vraiment à mes ambitions. Là. Je voulais faire de la recherche, je voulais écrire. Et j'ai donc fait en sorte de faire de la recherche à l'intérieur de mon travail. J'ai proposé de faire une recherche sur les groupes de femmes, faire une espèce d'analyse, d'inventaire et d'analyse des directions qu'ils prenaient, des enjeux qu'ils poursuivaient, des ressources avec lesquelles elles travaillaient,
pour faire ça, je pouvais me servir de mon travail et du travail que mes collègues faisaient, qui était structuré avec des méthodes d'analyse des organisations, comme n'importe qui travaille dans un champ, dans l'organisation communautaire. Mais aussi, il fallait rajouter des aspects théoriques qu'on faisait aussi au travail. Par la suite, ça a permis dans mon milieu de travail de faire prendre conscience que moi, ce que je voulais faire, c'était plus de la recherche. Et il y a eu un programme qui a été mis sur pied par la présidente vers la fin de la période, ça faisait peut-être 4 ou 5 ans que je travaillais là. La présidente de l'époque, Francine McKenzie, avait décidé d'organiser un grand forum sur les nouvelles technologies de la reproduction et de laisser sa marque un peu de son passage au CSF avec une réflexion d'ensemble sur les enjeux pour les femmes des nouvelles technologies de la reproduction humaine. Il y a eu des recherches qui ont été faites par différentes personnes sur différents aspects du développement des nouvelles techniques de reproduction. Moi, on m'a demandé si je pouvais pas faire une recherche auprès des femmes infertiles qui avaient un suivi médical parce qu'elles voulaient soit avoir accès à des techniques de fécondation in vitro ou à d'autres formes d'autres techniques de reproduction humaine moins poussées. Et j'avais accepté ça, j'étais très contente. J'ai donc fait cette recherche-là. J'ai eu un budget pour engager 2 assistantes de recherche. J'ai fait le projet dont le résultat principal, finalement, était que je l'ai fait là, dans les règles de l'art. Encore une fois, j'avais une formation à faire des entretiens, j'avais une expérience de terrain, je savais comment on interagit avec des gens sur le terrain, mais j'avais jamais fait une recherche en milieu urbain, uniquement par entrevue, et dans laquelle il faut que tout le terrain tienne dans le contenu des entrevues, parce que c'était pas un terrain comme on fait en anthropologie où on s'installe et on comprend les choses graduellement. Pour ça, ce qui m'a permis de le faire et qui m'a formée, puis je tiens à le dire parce que ça fait partie de ma formation à moi, ça a été d'interagir avec des collègues, des anciens confrères d'études que je rencontrais. On allait souvent manger ensemble au Café Campus le midi et on discutait de notre travail, on discutait des recherches qu'on faisait, des recherches qu'on avait faites. Puis c'est des collègues qui m'ont aidé. Je me souviens que Jean-Claude m'avait aidé pour ce qui est de trouver un cadre théorique pertinent. À l'époque, il travaillait un peu d'anthropologie médicale, je pense. Et d'autres collègues qui m'avaient aidé à comment penser les entrevues, penser l'analyse des entrevues et tout. C'est des choses dont j'avais besoin, mais que j'ai trouvées auprès de ma propre génération plutôt que de la trouver dans un cours de méthodologie. Et le principal résultat, c'était que les femmes infertiles qui demandaient une aide médicale, qui étaient happées dans ce développement des nouvelles technologies de la reproduction, n'étaient pas purement des femmes aliénées, mais y allaient avec, oui, certaines représentations de ce que c'est être une femme, avoir des enfants, et des représentations qui reproduisaient un peu des modèles traditionnels, si on veut, mais qu'elles faisaient des choix assez conscients et assez nuancés, qu'elles se faisaient un peu convaincre, mais pas tant que ça, qu'il y avait une marge d'autonomie, puis un rapport subjectif à l'histoire qu'on ne pouvait pas traiter uniquement comme le faisaient les analyses féministes des nouvelles technologies de reproduction,
que suivait le CSF à l'époque. Ce qui en est sorti pour moi, c'est plein de choses. Ça a vraiment affecté tout le reste de ma trajectoire. Cependant, la recherche en question avait vraiment déboussolé les principaux organisateurs du colloque parce que ça allait dans le sens un peu inverse de ce qui était l'idée derrière le forum. L'idée derrière le forum était on doit s'opposer au développement des nouvelles techniques de reproduction et les femmes se font prendre là-dedans. C'est comme si, avec cette recherche-là, j'arrivais un peu au début de plein d'analyses après qui se sont développées, qui se sont généralisées, qui nuancent beaucoup les analyses féministes d'aliénation des femmes, mais à l'époque, c'était pas un discours facilement audible pour les gens. Donc, ça a comme suscité chez moi quand même des réflexions importantes où j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que je pouvais faire en termes de travail et quelle utilité ça pouvait avoir de regarder une problématique comme celle-là avec une approche anthropologique dans une perspective d'écoute d'un des acteurs là-dedans et de ne pas prendre ceux qui représentent, ceux qui parlent pour les femmes comme étant nécessairement ceux qui disent exactement ce que les femmes vivent. Tu sais, de mieux comprendre l'écart entre les discours militants et les réalités vécues. Je vais y revenir un peu plus tard parce que j'y serai revenue dans mes recherches un peu plus tard. Mais après avoir fait cette recherche-là sur l'infertilité, ce que j'ai décidé, le Conseil du statut de la femme avait déjà proposé, on était rendu en 85-86, de réduire son service de consultation parce que ça coûtait cher. Il y avait déjà une tendance dans l'État québécois de couper, de réduire. Et ce qu'ils m'ont proposé, c'est d'aller travailler à Québec dans leur service de recherche, mais ils coupaient un poste à consultation à Montréal. Puis c'était forcément moi qui étais visée par la coupure parce que j'étais celle, vu que j'avais pris quelques congés sans solde pour essayer de finir ma thèse, mais je n'y étais pas arrivée. Donc, j'avais accumulé mon ancienneté, j'étais celle qui était le plus vulnérable. J'ai décidé d'en profiter, de quitter pour finir ma thèse. Parce que dans le fond, ce que j'ai pas dit, c'est que en ayant pris cet emploi-là, j'ai continué à analyser mes données, suivre un peu ce qui se faisait, faire quelques communications. Mais la vie a fait en sorte que j'ai peu investi là-dedans. Mon père est mort, après ma mère est morte, après la mère de mon conjoint est morte. La vie était normale, mais on n'a pas fait partie, en tout cas moi, j'ai pas fait partie de ces couples-là, de ces couples qui réussissent à tout faire en même temps et à finir leur thèse en même temps qu'ils élèvent 2 enfants et qui... non, c'est pas ce qu'on a fait. Alors, j'ai écouté le CSF et là, j'ai réussi à faire ma thèse en 9 ou 10 mois, je pense. J'ai tout fait, je suis partie de zéro. Gillian Sankoff, qui était notre directrice de thèse quand on est arrivé, a quitté Montréal pour Philadelphie et a cessé de nous diriger dans l'entretemps. Parce qu'elle allait s'établir à Philadelphie. On a obtenu de faire une transition avec Bernard Bernier, qui a accepté de diriger nos thèses, donc qui a accepté de diriger ma thèse. Ça faisait sens pour moi parce qu'il avait dirigé plusieurs thèses féministes ou sur les rapports hommes-femmes. Il connaissait beaucoup moins les problématiques sur l'Océanie, mais quand même, il s'est avéré un directeur compétent et correct pour moi là-dedans. Et
il a été très, très aidant à l'époque où j'ai décidé de faire rapidement, parce qu'on est parti de zéro. J'écrivais un chapitre. Dès qu'il était prêt, il acceptait de le lire, de me faire des commentaires. Et j'ai fait un marathon, là. J'ai vraiment réussi à la compléter. J'ai arrêté de travailler à la mi-octobre et j'ai déposé ma thèse à la mi-juillet. C'était terminé. L'année qui a suivi, j'étais donc encore... Ah oui, c'est parce qu'à l'époque, le chômage, les lois sur l'assurance chômage étaient beaucoup plus avantageuses que maintenant. Donc, j'ai bénéficié, après avoir démissionné du Conseil du statut de la femme, de prestations de chômage. Mais une fois ma thèse déposée, il fallait quand même que je pense à mieux. Alors, j'ai commencé, j'ai pris des cours d'espagnol, j'ai commencé à chercher un peu de travail. J'ai obtenu du Conseil du statut de la femme un contrat de recherche sur les femmes sans-abri parce qu'on arrivait dans l'année internationale des sans-abri. Le Conseil voulait avoir une contribution qui concerne plus spécifiquement les femmes. Donc, j'ai fait une espèce d'état de la question des femmes sans-abri au Québec, en allant rencontrer des groupes qui travaillent avec des femmes sans-abri, en analysant la littérature qui donnait un peu de données sur la différence entre femmes sans-abri, hommes sans-abri et tout. Et j'ai obtenu une charge de cours au département d'anthropologie en janvier sur les rapports hommes-femmes. Mais j'ai soutenu ma thèse début janvier. Mi-janvier, j'ai oublié, fin janvier. Mi-janvier. J'ai soutenu ma thèse mi-janvier. J'ai commencé à donner le cours. Et là, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Donc, j'ai cessé de donner la charge de cours. J'ai été très malade un grand bout de temps. Ça a forcément perturbé la vie beaucoup, beaucoup. Et j'ai donc... Et la vie de Jean-Claude aussi. Et j'ai donc pas continué à enseigner au département. J'ai dû vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire. Il était pas certain que je récupérerais très bien, mais finalement, au bout du compte, j'ai récupéré. Et à l'automne suivant, j'étais capable de retravailler. Et j'ai eu la chance extraordinaire de contacter, sous les conseils de Bernard Bernier, qui m'a dit, bien, appelle peut-être à l'IQRC Renée Dandurand, peut-être qu'elle aurait quelque chose pour toi. Renée Dandurand est une anthropologue qui a fait son doctorat, je pense, début des années 80, si je me souviens bien, qui avait travaillé sur les rapports hommes-femmes au Québec, dans une perspective marxiste elle aussi, et qui travaillait à l'IQRC depuis quelques années dans un chantier de recherche. Les équipes à l'IQRC s'appelaient des chantiers de recherche. L'IQRC, c'est l'Institut québécois de recherche sur la culture. C'est une des institutions québécoises qui a été créée dans les débuts des années 70. C'était Fernand Dumont qui était le président directeur général. Et son mandat était vraiment de développer la recherche sur la culture québécoise, la recherche sur la culture et la société au Québec. Et au début, l'IQRC avait des ressources qui lui ont permis d'embaucher des chercheurs à temps plein, mais l'IQRC avait aussi beaucoup de liens avec l'Université Laval et avait une maison d'édition, un chantier sur les histoires régionales, un chantier de recherche dans lequel j'ai été embauchée qui travaillait sur... Ça s'appelait Famille, sexe, génération. Il était dirigé par Denise Lemieux, une sociologue qui avait fait sa thèse avec Fernand Dumont et qui était spécialiste de l'enfance et des femmes. Elle faisait de la socio-histoire.
Et Renée était dans ce chantier-là et elle venait d'obtenir une subvention pour faire une recherche sur les solidarités familiales, les réseaux de soutien et de sociabilité des familles avec charge d'enfants. Puis elle avait besoin d'une collaboratrice. J'ai été engagée par elle et j'ai travaillé les 2 premières années à l'UQRC dans son projet de recherche. Donc, c'était mon départ de la recherche sur la famille. Mais dans une équipe qui était, à l'époque, je pense, la seule équipe de recherche sur la famille qui n'était pas une équipe de travailleurs sociaux ou qui était vraiment concentrée sur ces enjeux-là. Je pourrais parler un peu plus en détail là, de ce sur quoi portait cette recherche. Et après, j'ai pu présenter une demande de subvention moi-même à l'UQRC. J'ai obtenu une demande de subvention qui portait sur les questions d'adoption, que j'ai présentée en ayant en tête la question de l'infertilité, en ne voulant pas retravailler sur les questions de nouvelles technologies de reproduction, mais en voulant travailler sur les enjeux de filiation et de la manière dont se recomposent les enjeux relatifs à la filiation quand se posent les questions d'infertilité. Une des options, c'était de passer à travers les enjeux d'adoption.